Législative 2022. Le 12 et le 19 juin, on vote pour nos députés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc Vernier. Bonjour. Bonjour. Je vous avais rencontré au niveau des élections départementales. Aujourd'hui, vous vous lancez à la députation. Quelle est la raison? La raison, d'abord, on me l'a proposé. Je ne me suis pas autoproclamé, on me l'a proposé. J'ai évidemment réfléchi et je pense que c'est un moyen pour moi de continuer à porter certains projets dont je me suis déjà chargé dans le cadre des différentes missions pour lesquelles j'ai été élu ou nommé dans le passé ces 20 dernières années, et que c'était là le bon moyen de prolonger ce projet, de continuer l'action. D'autre part, j'ai une implication politique au-delà des rôles consulaires que j'ai pu tenir, et je l'ai très naturellement retrouvé au sein de ma famille, les LR. Alors, la députation, on part pour sa famille LR, on part aussi avec d'autres familles, puisqu'on se regroupe pour essayer d'avoir de la puissance dans ses idées. Depuis les élections présidentielles, dont on va certainement parler, les LR ont reçu le soutien, l'appui et l'entière collaboration du nouveau centre de M. Morin et de l'UDI de M. Lagarde. Cette union de la droite et du centre perdure sur les législatives, et je suis donc le candidat sur la deuxième circonscription des LR, du nouveau centre et de l'UDI. Alors, comme vous dites, vous êtes le candidat, mais un candidat est toujours accompagné d'une suppléante. Alors, vous allez nous la présenter et nous dire quel est son rôle, parce qu'il est très important, on le sous-estime peut-être, le rôle de la suppléante. Non seulement on le sous-estime, mais je dirais que le choix de la suppléante ou du suppléant, d'une part, le moment où il est choisi et qui on choisit est très important. Le rôle, il est très simple. Pour moi, un suppléant ou une suppléante, c'est demain matin le député, en cas de succès, qui peut être amené à vous remplacer. Parce que les aléas de la vie font qu'un député peut avoir, une fois élu, malheureusement des problèmes, etc. Je ne veux pas évoquer évidemment les autres cas où il est appelé à d'autres fonctions. Je n'ai pas ces prétentions-là. Donc pour moi, le choix de la suppléante, et je dirais même au sein même de ma famille, à un moment, c'était une question qui se posait. Moi, je voulais absolument que la suppléante, alors d'abord que le suppléant ça aurait pu être un homme, je voulais que ce soit une femme. D'autre part, je voulais qu'elle soit dans l'équipe dès le début. Parce que j'imagine mal comment une personne qui est susceptible demain de me remplacer au pied levé puisse ne pas être depuis le début, non pas ce qui est l'aventure, mais dans le projet et en pleine connaissance des raisons pour lesquelles nous nous sommes présentés. D'autre part, le choix, il me paraît important. Moi, je n'ai pas fait un choix d'un mariage politique, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai fait le choix d'une personne dont je savais les convictions, dont je savais que nous étions en phase, parce que tout simplement, je la connais depuis plus de 10 ans et que nous avons eu souvent l'occasion de parler et de savoir qu'on pouvait fonctionner ensemble et que si demain elle devait me remplacer, si je suis élu, elle sera en même de le faire. Si je comprends bien ce que vous m'expliquez, c'est qu'au moment où les gens vont aller voter, il ne faut pas qu'ils votent pour le nom qu'ils auront vu en tout le temps, mais pour le binôme qui se présente. Moi, il me semble nécessaire que les gens aillent voter et qu'ils soient en pleine conscience de qui est susceptible de les représenter. Et au-delà du député, de celui ou celle qui peut être le représenter. Béatrice Abaladejo, elle a ses capacités. J'oubliais aussi une chose importante, c'est qu'elle est comme moi issue de la société civile. Nous ne sommes pas des politiciens. Encore une fois, vous savez le respect que j'ai pour tout le monde, mais nous proposons une candidature de gens de terrain issus de la société civile. C'est une personne qui est à la tête d'une entreprise et ça me semblait aussi un point important. Avant de démarrer justement, de faire une petite analyse des présidentielles, puisque ça va découler aussi, on ne parle pas, bizarrement, j'entends pas parler de l'abstention, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un phénomène quand même qui est assez important et qui influence énormément le vote. Absolument. L'abstention est quelque chose qui serait là sur ces législatives. Si l'abstention était celle des présidentielles, voire même au-delà, ça serait très dommageable aux Français et à leurs intérêts. Parce que ça pourrait fausser, une fois de plus, l'élection.
Donc, si on a un appel à faire, c'est véritablement d'aller voter, chacun en fonction de ses convictions et en fonction des personnalités en présence. Je dis bien des personnalités parce qu'au-delà de nos appartenances aux uns et aux autres à des partis, nous sommes aussi, j'espère que les habitants, les électeurs de la deuxième circonscription, en tout cas, réfléchiront aussi aux personnalités qu'on leur propose et leur capacité à les représenter. Et c'est important qu'ils s'expriment parce qu'il est important que l'abstention n'aille pas favoriser une pensée unique et demain une représentation nationale qui soit unique et où il n'existe plus de pluralité, donc plus de débat. Vous soulevez un point intéressant et important, je trouve, c'est que justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de partis. Alors pourtant, il y en a beaucoup. Il y avait 12 personnes qui se présentaient aux élections. Mais on ne parle que de 3. On a l'impression qu'aujourd'hui, que la France se résume. Il y en a même un qui explique qu'il va être Premier ministre. Comment on arrive à cette situation-là et quelle est la réalité du terrain pour vous? Moi, je pense tout simplement qu'on a conduit les Français à cet état de fait. Je pense que M. Macron a organisé ou fait organiser des élections dans lesquelles il s'assurait d'avoir en présence au deuxième tour les extrêmes, parce que c'était ainsi la possibilité d'agiter la peur chez les Français en disant, bon, ben, dans ces conditions, et de s'assurer ainsi sa réélection. J'espère qu'on ne nous volera pas et qu'on ne volera pas aux électeurs l'élection législative, parce que là, il s'agit de leurs représentants sur les territoires, de leurs représentants, et qu'encore une fois, il est nécessaire que nous ayons véritablement à l'Assemblée une pluralité qui assure le débat. Alors, on parle de pluralité qui assure le débat. Alors, on assure un débat, mais au niveau du résultat du débat, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'impression qu'on est dans une dictature, puisque ça arrive au Parlement, mais on sait déjà qu'il y a la majorité, donc ce qu'ils amènent comme idée va être obligatoirement voté. Comment on peut empêcher ce phénomène ? On peut empêcher ce phénomène en créant un contre-pouvoir, et c'est la raison pour laquelle nous proposons aux électeurs de ne pas laisser justement à M. Macron, entre autres, ou à un autre, et à qui que ce soit d'ailleurs, une majorité totale et absolue qui conduirait en effet à ce que les décisions sont prises à Paris et sont prises nulle part ailleurs. Alors elles seront prises par une assemblée avec des députés, mais il faut que ces députés soient d'horizons différents pour encore une fois assurer le débat. Si possible aussi qu'ils restent dans les normes républicaines. On arrive à une élection qui est à la fois nationale, donc on va utiliser les résultats des présidentielles, mais qui est à la fois locale, et là on va utiliser les résultats locaux. Et là c'est deux résultats complètement différents, puisqu'aujourd'hui, si on prend votre famille politique, elle a quand même énormément de représentants au niveau local, alors qu'au niveau législatif, au niveau présidentiel, ça n'a pas été un grand résultat. Comment on peut expliquer cette différence ? Ça n'a pas été un grand résultat cette fois-ci. Il y a longtemps d'ailleurs que ma famille politique n'a pas accédé à la présidence, certes, mais encore une fois, je vous rappelle que moi je considère qu'on a organisé les choses de façon à ce qu'au deuxième tour, il y ait un extrême, qualifié comme tel, et M. Macron qui pouvait ainsi dire « réalisez-moi ». Enfin, vous êtes quand même bien conscient que M. Macron a été élu par défaut. Le nombre de gens, y compris dans ma propre famille, qui ont fait un vote utile au premier tour, moi, me laisse pantois. Mais ce vote utile, il a vraiment été fait. Vous avez bien quand même la réalité dans la tête que lorsque on a Mme Le Pen et M. Macron, on a agité la peur que devrait susciter Mme Le Pen. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais bon, la peur, non. Et ainsi assurer le vote de M. Macron. Les législatives, c'est autre chose. Et les législatives, il y a une particularité qui, moi, m'interpelle depuis le départ, c'est qu'il faut à la fois, à mon avis, quelqu'un qui est capable d'être le représentant de la nation. Tous les députés sont les représentants de la nation. Ce qui veut dire d'être capable et en capacité de faire le job à Paris, à l'Assemblée, dans les commissions et dans les différents votes qui vont s'exprimer, famille par famille, en respect de ce qui a été, bref, du travail des commissions, et d'être aussi en capacité de le faire, c'est-à-dire d'avoir les compétences, l'expérience pour le faire. Et puis, il y a un deuxième point. Il est aussi le représentant territorial. Bon, on va prendre un exemple. Si ce n'était pas le cas,
Pourquoi? Pour résoudre des problèmes de logement, des problèmes de transport, etc., alléger les finances de l'Assemblée. On décide que les représentants étant des représentants nationaux, on prend la grande périphérie de Paris et on élit 577 Parisiens représentant les territoires. Si arrive une loi qui estime que, par exemple, on n'est plus en mesure de procéder comme nos traditions et plutôt notre culture le veut, et je pense là, du coup, à l'Alsace et à Hollande et au Gers, etc., de gaver les oies. Est-ce que ce n'est pas un représentant local qui sera à même de donner la voix de son territoire pour dire, attendez, ça, c'est pas possible, pour telle et telle raison. Et des raisons qui sont à la fois de tradition, mais aussi économiques. Économique, si si demain matin, on n'avait que des représentants nationaux, mais pas issus du territoire, et pas en capacité de l'être, connaissant leur territoire, le connaissant économiquement, l'ayant pratiqué, ayant une expérience, qui est-ce qui va aller défendre à l'Assemblée le fait que, allez, on va raser 1000 hectares de forêt dans les Landes, comme on est en train de vouloir le faire à Socats, et on va y mettre du photovoltaïque, alors que économiquement, les 1000 hectares et écologiquement, les 1000 hectares dans les Landes, c'est une catastrophe. Et qu'il existe d'autres solutions. Donc faut que le député soit, encore une fois, dans cette dualité, d'être en compétence, en connaissance, pour être capable de s'exprimer au niveau national, mais être ancré dans son territoire pour le représenter. Et être ancré, c'est pas simplement « papa, maman, on fait que je suis né dans les Landes », mais d'y avoir pratiqué, de connaître son territoire. Vous savez, comme moi, puisque vous m'avez connu président de chambre de métier, moi j'ai, ces 10 dernières années, effectué 3000 km par mois. Mon trésorier de la chambre s'en souvient. 3000 km par mois dans les Landes, parce que j'ai arpenté les Landes dans tous les sens, pour aller à la proximité des gens qui m'avaient élu. C'est ça le job aussi. Quels sont justement, si vous êtes élu, les dossiers clés qu'il faudra aller défendre à Paris? Parce qu'on sent bien qu'il y a une différence locale et les Parisiens qui ont une vision complètement différente de notre monde. Il y a une troisième dimension dans le député, c'est que le député, il est issu, comme j'ai dit tout à l'heure, du territoire et de ses connaissances économiques. Bon, moi, ça ne vous étonnera pas qu'il y a un certain nombre de sujets que j'ai ancrés en moi et que je vais essayer de porter. Tout à l'heure, je disais poursuivre son action sur la formation, l'externalisation des centres de formation, le fait de mettre la formation à proximité des apprenants, parce qu'on a des problèmes de logement, des problèmes de transport, en particulier dans les Landes. Les problèmes écologiques, c'est par exemple, en ce qui concerne une alternative, en ce qui concerne la déforestation tout à l'heure, proposer une alternative à cette déforestation. Tous les sujets concernant aussi notre culture, puisque je le revendique et je l'assume, moi je suis un adhérent d'Esprit du Sud, depuis le début, ou quasiment, je défends et ces valeurs me sont totalement ancrées, je les soutiens complètement, que ce soit évidemment les valeurs de culture de la course landaise, de la corrida, de la chasse, etc., et de la gastronomie, mais ça, ma corpulence fait que tout le monde ne peut pas personne ne peut l'ignorer. Voilà, ce sont les sujets important du territoire, et puis ensuite il y a l'ensemble, il y a le programme, j'allais dire, au niveau de l'État, sur les retraites et tous les sujets qui devront être débattus dans l'Assemblée et par l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aujourd'hui entre la vie politique et les sujets qu'on vient d'aborder actuellement? Et quand moi je vais sur le terrain, je discute pour avoir les tendances, pour savoir ce que les gens veulent, eux ils me parlent de pouvoir d'achat, ils me parlent d'argent, ils me parlent de comment ils vont finir le mois. Et on a l'impression que c'est un peu perdu là-dedans. Comment vous vous situez? Eh bien, je vous réponds toujours pareil sur le terrain. Quand vous avez quand vous avez une expérience de terrain et que vous êtes de la société civile, vous n'avez pas une analyse forcément politique. Il y a certainement des grands savants en la matière qui pourraient m'en montrer. Mais vous avez une connaissance de terrain. Je vous donne un exemple. Pendant les périodes Covid et autres, et sur le quoi qu'il en coûte, on a distribué de l'argent, etc. Mais moi, mes artisans, les artisans que je représentais, artisans de bouche, du bâtiment, ou de la transformation, ou des services, me disaient, mais on ne veut pas un chèque. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre dignement de notre travail. Et au passage, si eux vivent dignement leur travail, leurs employés et le déploiement de l'emploi et du recrutement.
C'est ça dont les Français ont besoin. Alors c'est vrai, vous avez raison, on a un peu tendance jusqu'à présent à résoudre les problèmes à Paris et à la parisienne. Et bien c'est pour ça qu'il faut envoyer des députés de terrain à Paris pour porter la voix. Un des autres sujets, les extrêmes, on en parle, qui font comment dire, leur politique sur la sécurité. Comment vous vous situez, vous, aujourd'hui, et qu'est-ce que vous pensez de la sécurité en France, puisqu'on a l'impression, des fois, que c'est très... Je ne pense pas, qu'il faut en faire une ligne politique, parce que c'est une évidence. D'ailleurs, je vous rappelle que notre famille a fait un certain nombre de propositions pour accroître la sécurité des Français, et on leur la doit. Donc là-dessus, c'est pas que je reprends les idées des extrêmes, c'est que les extrêmes en parlent comme si c'était la solution, etc. Non, c'est une des choses qu'il faut que nous fassions, parce qu'en France, il y a des problèmes à certains endroits d'insécurité. Tout comme il y a des problèmes aussi, je ne sais pas si vous me poserai ce type de question, mais un de vos confrères dans une radio me l'a posé. Qu'est-ce qui prévaut chez vous? L'examen du port de certains vêtements par certaines catégories de personnes, ou tout simplement de confession, il se trouve différente de la nôtre, ou pas? Moi, je respecte tout le monde. Mais il y a une chose par-dessus tout que je respecte, y compris pour moi-même, et pour ma propre religion, et pour savoir si je la pratique ou pas, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a une chose que je respecte par-dessus tout, c'est la République. C'est les valeurs de la République. On est dans un État de République. On n'est pas ailleurs. Et en France, la République, elle a des règles, elle a des lois, elle s'impose à tous. J'ai dit quelque chose qui ne fera peut-être pas plaisir, mais j'ai pas plus... Il n'y a pas plus de raison que tel ou tel puisse porter tel ou tel vêtement que nos religieuses aujourd'hui, dans les rues, porteraient comme elles le faisaient juste après-guerre. Il y a une question de respect des valeurs républicaines. Et moi, si on devait me qualifier, par-dessus tout, je suis républicain. Et il se trouve que je suis républicain non fongible. J'ai toujours eu une ligne de conduite qui était la mienne. Je ne l'ai exprimé de façon claire qu'à la fin de mon mandat consulaire, car vous savez qu'il y a un certain droit de réserve dans le consulaire, mais ça a toujours été ma ligne de conduite. Et là, récemment, j'ai, je crois, démontré que non, je n'étais pas fongible. Je reste droit dans mes bottes et avec ces valeurs ancrées, et je voudrais les défendre. Aujourd'hui, une des inquiétudes aussi, c'est malheureusement, il faut en parler, c'est la guerre qui n'est pas chez nous, mais finalement qui est chez nous, parce que les répercussions sont indirectes par le pouvoir d'achat. Est-ce que ça va venir perturber la campagne, mais aussi quelles sont les répercussions pour vous? Je vais vous refaire une réponse d'homme de terrain. Je ne vais pas vous répondre sur la politique étrangère et sur la politique, etc., même si j'ai évidemment non seulement une opinion, mais en plus, évidemment, nous avons aussi chez nous, comme dans tous les partis républicains, des analyses, etc. Bien. Mais moi, je vais vous répondre sur un plan. L'Ukraine, guerre en Ukraine. Évidemment, à titre humain, je suis au désespoir. C'est la France a mal, comme tout démocrate et tout républicain doit avoir mal dans ces cas-là. Je me pose même la question de la santé mentale de ces dirigeants-là pour en arriver à de tels extrêmes. Deux choses. Un, juste au niveau international, c'est quand même pas d'hier. On nous l'a brandi là au moment des présidentielles. Mais le Donbass, ça fait 8 ans. Et puis il y a une chose qui, moi, m'intéresse. Alors, ça affecte le prix des carburants, par exemple. Très bien. Alors, l'homme de terrain va vous dire, quand vous avez un litre de diesel ou d'essence, je prends un chiffre rond pour éviter les complications, à 1 euro. Dans ces 1 euro, l'État perçoit plus ou moins 60 centimes de taxes. Ce qui, au nombre de litres vendus, correspond à une certaine masse. Est-ce que c'est tout à fait judicieux, au prétexte que parce que l'Ukraine et d'autres augmentent, il faille que cette masse, qui est la multiplication de litres vendus par 0,60, soit différente demain? Mais il y avait un moyen très simple. C'est, de toute façon, l'État perçoit X fois 0,60 par litre, ce qui représente X milliards. Je perçois ces X milliards et je compense pour éviter que le prix ne devienne plus important. Je rends l'argent aux Français, c'est-à-dire je diminue en taux la taxe
pour que le prix du carburant soit au même prix et je ne perçois pas moins, je perçois la même somme que je percevais hier. Ça, c'est faire preuve de ne pas faire preuve d'opportunisme. Parce qu'en faisant preuve d'opportunisme, on dit « Ah ben oui, mais nous, comme on prend 0,60, quand on prend 60% de taxes, ben on prendra 0. » Et pourquoi pas, si le prix du baril est tel qu'il faille le mettre à 5 € avec les 60%, c'est pas normal. Alors, l'homme de terrain vous répond, ben dans ces cas-là, on pouvait conserver, et nous battrons pour qu'on revienne à cette logique-là, qui est une logique de bon père de famille, qui consiste à dire l'État, il se contente aujourd'hui, et avant, soi-disant, cette crise, il se contente d'une certaine manne, d'une certaine masse. Cette masse n'a pas vocation à changer. Et c'est au contraire à nous de réduire les taxes pour qu'on soit au même prix. C'est une des valeurs que nous défendrons. On va parler terrain, puisque vous revenez beaucoup sur ce truc. La campagne, il reste 3 semaines. Quels sont vos moments importants? Comment vous allez justement expliquer votre programme aux Hollandais? Moi, d'abord, je vais vous dire, j'ai la chance d'avoir été investi très tôt, suite à ma réponse, en disant « bon, j'accepte ». J'ai été investi le 14 décembre et j'ai aussi la chance de ne pas avoir changé, ou pas été changé. Ce qui m'a permis de faire une période longue de campagne au travers des présidentielles pour déjà nous installer sur le territoire. Nous avions d'ailleurs fait une première réunion publique à Dax avant le premier tour. Ça, c'était une façon aussi pour nous de dire il y a deux choses différentes. Et vous pouvez m'accorder qu'avant le premier tour, je ne pouvais pas, même si nous avions quelques raisons de penser qu'il se passerait quelque chose, mais nous ne pouvions pas prévoir ce qui s'est passé. Donc on l'a fait exprès pour dire on est là. Parce que derrière, il y a les législatives. Depuis, on a fait une deuxième réunion publique à Saint-Paul-les-Dax, parce qu'en fait, on a articulé la campagne sur 5 axes qui sont non pas des réunions publiques, mais des journées passées dans chaque canton. Ça, c'est mon expérience passée sur le territoire, auprès de ce territoire. Et en fait, on commence la journée dans chaque canton, dans une des villes du canton, par le marché, les entreprises, les commerçants, les citoyens. On la poursuit par un TIAP républicain, parce que nous, on est landais, et il faut qu'on ait un TIAP républicain auquel on invite tous les élus locaux. Et puis l'après-midi, on continue par une visite des entreprises marquantes du territoire, ou des commerçants, ou des entreprises industrielles ou artisanales. Et ensuite, nous finissons par une réunion publique. Sur ces 5 axes-là s'ajoutent évidemment les marchés sur lesquels nous irons, toujours, et sur lesquels nous étions déjà et nous retournons, et bien sûr des réunions spécifiques dans certains, des réunions locales, des réunions privées et des réunions publiques autres encore qui s'y ajoutent. Et le programme, le 30 à Souston, le 3 ou le 4, je reste à déterminer, allez sur mon site, dans le Seignan, à Saint-Martin-de-Seignan, et enfin, nous serons à Dax le 9 juin. On arrive à la fin de cet entretien. Déjà. Alors justement, vous savez comment on les finit, les entretiens à TV Land, puisque vous avez déjà eu le plaisir, j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir plusieurs fois. On va faire une synthèse, un résumé de, eh bien, le 12, il va falloir voter, il y a plusieurs candidats. Pourquoi, toujours la même chose, prendre votre bulletin plutôt que celui des autres? Alors, le 12, je fais un appel d'abord à tous les citoyens et électeurs de la 2e circonscription. Allez voter, exprimez-vous, c'est votre élection et ne vous la faites pas voler. Pourquoi mettre plutôt mon bulletin dans l'urne? Parce que je connais le territoire, vous me connaissez pour les actions que j'ai faites dans le passé et jusqu'au mois de novembre dernier. Et que je poursuis d'ailleurs sur un certain plan, parce que je suis toujours le président de l'Union des entreprises de proximité, et que je suis un homme de terrain qui est capable de vous représenter parce que je me suis déjà frotté avec les institutions nationales, régionales. Je pense être porteur d'un projet qui correspond au territoire, mais je resterai toujours à l'écoute de ce territoire parce que je ne mesure pas l'implication d'un député à sa seule présence à l'Assemblée nationale. Il est important qu'il soit ancré et qu'il soit du territoire et en connaissance de ce territoire. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter pour moi aux élections législatives le 12 juin, afin que je sois au moins présent et bien présent au 2e tour.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette campagne de venir nous voir. Je vous dis au 12 juin. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai reçu M. Marc Vernier, candidat sur la 2e circonscription, avec Mme Béatrice Albaladejo. Je vous dis à bientôt.